Le soir du 8 août 1969, Robert Bullington travaille pour une société de gardiennage du quartier de Bel Air. Il est assis dans sa voiture de patrouille, moteur éteint, devant le 2175 Summit Ridge Drive. La nuit est claire, étoilée, calme. Il garde la fenêtre ouverte. Soudain, un bruit sec retentit, suivi d'un deuxième et d'un troisième. Plusieurs coups de feu, espacés de quelques secondes. Des tirs lointains. Robert tressaille. Son regard balaye rapidement la rue, à la recherche d'une origine possible. Il saisit la radio. Ici Bullington. J'ai entendu des détonations sûrement quelque part au sud de Summit Ridge. Une voix lui répond. Reçu Bullington. Restez en sécurité. Nous transmettons à la police. Linda est en état de choc. C'est la première fois qu'elle voit un mort. Elle marche derrière les trois autres et approche de la villa. Elle lève les yeux vers la façade. Bizarrement, tout ce qu'elle se dit, c'est « C'est beau, j'aurais bien aimé vivre là ». Le groupe contourne la maison pour entrer par le jardin. Une piscine scintille sous les étoiles. Tex sort un couteau. Il s'approche de la porte moustiquaire, la découpe rapidement. Avec Suzanne et Patricia, il pénètre à l'intérieur, laissant Linda seule, dehors. Et soudain, des cris étouffés s'échappent de la maison. Linda frissonne, incapable de bouger. La voix de Tex résonne. « Ta gueule, vous allez tous mourir !» Les cris se multiplient. Soudain, des coups de feu éclatent. Chaque détonation fait sursauter Linda. Elle entend des bruits de lutte, des objets qui tombent. Dans le petit bureau de la Bel Air Patrol, l'agent en charge des appels compose un numéro. Une voix rauque émerge au bout du fil. LAPD, Division Ouest, Sergent Diaz. L'agent explique. C'est Carlson, de la Bel Air Patrol. Des coups de feu ont été entendus par notre agent, Robert Bullington. Après une courte pause, Diaz demande. Vous avez une adresse ? Difficile à dire, ça venait de loin, quelque part dans Bel Air. On a déjà reçu un appel pour des cris de femmes dans le secteur. Espérons que ça ne soit rien de grave. Au 10050 Cielo Drive, Linda Kasabian se tient toujours à l'extérieur. Elle fixe la grande fenêtre de la maison. De temps à autre, des cris perçants s'échappent. Elle entend la voix d'une femme. « Pitié, arrêtez! Je suis déjà morte !» Linda serre les poings. À l'intérieur, des bruits de lutte continuent, accompagnés de coups et de supplications. Ça doit s'arrêter. Elle fait un pas en avant, puis s'arrête, incapable de décider si elle doit fuir ou entrer. Après un moment, elle se résout à s'approcher de la fenêtre. À travers les rideaux entr'ouverts, elle entrevoit des silhouettes, quand soudain, un homme bondit devant Linda, couvert de sang de la tête aux pieds. Il vacille, ses yeux cherchant désespérément de l'aide. Il fait quelques pas chancelants, laissant sous ses pieds une traînée rougeâtre. Il fixe Linda et s'approche d'elle. Leurs regards se croisent. Linda ouvre la bouche, mais les mots se perdent. « Je suis désolée », parvient-elle à dire, juste avant que l'homme ne s'effondre. Il tombe lourdement sur la pelouse. Tex Watson émerge, un couteau à la main. Il se penche sur l'homme au sol et coups de poignard s'enchaînent. Puis une femme en robe blanche, maculée de sang, fait son apparition. Ses cris perçants déchirent le silence, alors qu'elle court à travers le jardin. « Maman! Maman !» Linda regarde la scène, paralysée. Patricia poursuit la femme, un couteau à la main. Elle l'atteint et la poignarde violemment. Linda ferme les yeux un instant, elle fait quelques pas incertains, puis fait demi-tour et court vers la voiture. Linda est assise seule, dans la vieille Ford. Les minutes s'écoulent lentement. Soudain, elle entend des bruits de pas. Tex Watson émerge de l'obscurité, ses vêtements tachés de rouge. Suzanne et Patricia le suivent.
Elle rit dans un état d'excitation effrayant. Tout le monde regagne sa place dans la voiture. Tex est furieux. « Suzanne m'a dit que tu n'as rien fait ?» Linda ne répond pas. Tex se penche vers elle et la frappe au visage. Le goût métallique du sang envahit la bouche de Linda. « Heureusement que Suzanne a fini le boulot !» Linda démarre. Elle finit par comprendre. Il y a eu 5 morts en tout. « 10 090 Cielo Drive. Le lendemain, Jim Mazin, 15 ans, est prêt à partir, vêtu de sa tenue de scout. Comme tous les samedis matins, il va rejoindre l'unité 800 de la Law Enforcement Unit des Boy Scouts of America. Il attend son père, mais remarque d'étranges cris dans la maison. Il retourne chez lui et découvre Madame Chapman, la femme de ménage de la maison d'à côté, dans un état de choc extrême. Elle bégaye. « Meurtre, mort, corps, sang !» Alors que ses parents essayent de calmer la pauvre femme, Jim se dirige vers le téléphone et compose le numéro d'urgence. En bon futur policier, il jette un œil à sa montre et note l'heure, 8h33. La police de West Los Angeles émet un message radio. Code 2. Homicide possible. 10 050 Cielo Drive. L'officier Jerry Joe De Rosa arrive le premier sur place. Il commence par interroger Madame Chapman. Elle est bouleversée. Ses mains ne cessent de trembler. « Du sang, des corps partout », répète-t-elle. De Rosa essaie d'avoir plus de détails, mais ses réponses restent évasives. Le deuxième officier, de l'unité 8L62, arrive à son tour. Il rejoint De Rosa. Ensemble, ils décident d'aller visiter la villa. Les officiers passent le portail et découvrent rapidement une première scène de crime. Dans l'habitacle d'une voiture, ils trouvent le premier corps, celui d'un jeune homme, visiblement abattu alors qu'il tentait de fuir. Ils continuent leur chemin vers la villa. En avançant vers la pelouse, ils découvrent une scène encore plus horrifique. Une femme gît sur le dos. Son chemisier est déchiré, laissant apparaître de multiples plaies. Le sang a imprégné l'herbe autour d'elle, et ses mains crispées semblent encore tenir les mottes de gazon. Un peu plus loin, un homme est allongé face contre terre. Son dos et ses bras portent des dizaines de coups de couteau. Les agents n'ont jamais vu un tel déchaînement de violence. Les 2 agents avancent dans la maison. L'air est envahi par une odeur fétide de sang coagulé. Le salon offre une vision d'apocalypse. 2 corps gisent au centre de la pièce. Il y a une femme nue, enceinte, qui présente des blessures atroces. Son ventre rond est marqué par des coups de couteau. À ses côtés, un homme affiche des plaies profondes au cou et au torse. Alors que d'autres agents font leur arrivée, on remarque un dernier détail macabre. La porte d'entrée blanche porte une inscription écrite avec le sang des victimes. Le mot « Pig ». Avant de continuer cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Linda Kasabian est seule dans le salon délabré d'une baraque de Spahn Ranch. Une télévision affiche quelques images. C'est une breaking news. Le présentateur parle d'un meurtre abominable. Il récite les noms des victimes. La jeune actrice Sharon Tate, mariée à Roman Polanski, qui était absent ce soir-là. Il y avait aussi des amis du couple, Jay Sebring, Abigail Folger, Wojciech Frykowski. La mention de Sharon Tate, enceinte de 8 mois, fait tressaillir Linda. Qui étaient ces gens? Pourquoi les ont-ils tués? Et d'ailleurs, pourquoi n'y avait-il pas le fameux producteur de musique, détesté par Manson? Des voix s'élèvent à l'extérieur, des rires. D'autres membres de la famille rejoignent la pièce. Charles Manson fait son entrée. Il félicite les assassins en herbe. Il annonce que ce n'est qu'un début. Ils recommenceront dès ce soir. Linda affiche un sourire de façade. Elle pense à sa fille, endormie dans une pièce voisine. Elle voudrait parler aux autorités, dénoncer ce qu'elle sait.
Mais le risque est trop grand. Alors quand Manson lui annonce qu'elle participera au prochain meurtre, elle répond simplement « Bien sûr, Charlie ». Les murs sont tapissés de photos de chiens. Des bergers allemands, des rottweilers. Dans cette société de vente de chiens de garde, la journée est plutôt agitée. On multiplie les prix par 2 ou 3. Le téléphone n'arrête pas de sonner. On annonce « Frank Sinatra vient d'appeler en personne. Il veut un chien pour sa villa de Beverly Hills. » À peine la ligne raccrochée, nouvelle sonnerie. Liz Taylor cette fois. Quelques minutes plus tard, maintenant Tom Jones. Depuis le meurtre de Sharon Tate, les stars de West Hollywood s'imaginent être les prochains sur la liste. La peur a envahi Los Angeles. Il ne s'est même pas passé 24 heures depuis les meurtres de Sharon Tate et de ses amis. Linda Kasabian est à nouveau au volant en route vers une nouvelle destination, avec Charles Manson et ses disciples. Les rues du quartier Los Feliz sont silencieuses. Le véhicule s'arrête devant le 3301 Waverly Drive. Charles Manson, Tex, Patricia, Leslie, Suzanne et Clem s'apprêtent à sortir. Manson reparle de la nuit précédente. Les crimes étaient un peu trop désordonnés. Il faut faire plus propre ce soir. Linda tente de rester calme. Manson disparaît rapidement dans l'allée. Quand Manson réapparaît, il a l'air calme. Il s'approche de la voiture. C'est bon, ils sont ligotés. Peu après, Tex, Patricia et Leslie sortent de la voiture. Manson reste avec Linda, Clem et Suzanne. Ils vont finir le boulot, ajoute-t-il. Linda se sent prisonnière de la voiture. Elle jette des coups d'œil vers la maison, cherchant des indices sur ce qui se passe à l'intérieur. Soudain, des cris étouffés s'échappent de la villa. « On y va !» dit Manson. « Et les autres ?» demande Linda. « Ils rentreront en stop. » Les officiers de la police de Los Angeles ont reçu un appel décrivant un homicide au 3301 Waverly Drive à Los Feliz. La maison, typiquement californienne, est encadrée par des arbustes soigneusement taillés. Une fois à l'intérieur, les policiers découvrent avec horreur les corps de Leno LaBianca, propriétaire de la maison, et de sa femme, Rosemary LaBianca. Leno est trouvé face contre terre. Une couverture tachée de sang masque partiellement son dos. Une corde est serrée autour de son cou. L'autre extrémité est attachée à la tête de Rosemary, qui repose à côté. Leno porte des plaies profondes au cou et à l'abdomen. Le mot « War » semble gravé sur sa peau. Rosemary est dans un état encore plus tragique, étendue dans une mare de sang avec d'innombrables coups de couteau. Sur les murs de la maison, les mots « Helter Skelter » sont écrits en utilisant le sang des victimes. Malgré les similitudes avec le meurtre de Sharon Tate, la police ne relie pas ces deux crimes. On n'imagine pas encore qu'un seul homme, aidé par un groupe de hippies, peut être à l'origine de toute cette violence.